On a beaucoup parlé de Maisonneuve-Rosemont comme étant l'hôpital qui devait être construit. On devait absolument construire un nouveau. On a retardé, mais ça a peut-être éclipsé tous les autres projets de santé, là. Dans les jours qui ont suivi, on apprenait qu'il y avait à peu près une trentaine de projets, notamment celui que vous voyez, Charlemagne, ça c'est à Longueuil. Il y a aussi l'hôpital Pierre-Boucher, où on a dû retarder soit des agrandissements, des modernisations, des rénovations qui sont nécessaires. Et je vous disais, il y en a une trentaine. Là, on est juste à Longueuil. Pourquoi on reste à Longueuil? Parce que ce matin, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, écrit une lettre ouverte hyper intéressante où elle soulève les gros enjeux actuels. On parle de décote, de cet enjeu-là. On parle aussi des coûts de construction qui ont explosé et du fait qu'on n'a plus d'argent au Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? Catherine Fournier est avec nous. On va essayer d'arriver à certaines pistes de solutions. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Juste d'abord, sur la construction, changer une lumière à Longueuil, 1 million? Changer une intersection de feu de circulation. Mais 1 million, même. c'est fou raide. Exactement. Comment ouais. ça? Écoutez, moi, je dis qu'on nage en pleine démesure actuellement. Je reçois des projets sur mon bureau où ça n'a aucun sens à quel point les coûts explosent. J'ai nommé les feux de circulation qui sont quasiment dans les petites dépenses parce que si on prend les plus grandes, je vous donne l'exemple du centre d'épuration Rive-Sud, donc notre usine de traitement des eaux usées sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. On estimait la reconstruction à 363 millions de dollars en 2018. Aujourd'hui, 1,3 milliard de dollars. Est-ce que c'est juste parce que l'inflation est là? Est-ce que c'est juste parce qu'on a mal planifié, parce qu'il n'y a plus personne au Québec qui est capable de planifier des projets ou parce qu'il y a de l'abus? Bien, il y a plusieurs facteurs, là, évidemment. Il y a d'abord le fait qu'on est en déficit de maintien d'infrastructures. On a laissé nos infrastructures, en fait, dépérir sur plusieurs décennies sans investir de façon annuelle là, pour les maintenir à niveau, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des ouvrages qui sont en fin de vie utiles aujourd'hui puis qu'on doit reprendre. Ça coûte plus cher, genre, les refaire quand ils sont tout pétés que si on avait entretenu comme il faut dans le temps. Évidemment, mais c'est des investissements importants qu'il faut effectivement bien planifier. Donc, on fait les frais de ça, autant celles et ceux qui sont au pouvoir dans les villes actuellement que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mais également, effectivement, l'inflation, les salaires qui sont à la hausse, ce qui est évidemment une bonne chose là, pour nos travailleurs de la construction, par exemple. Mais c'est sûr que ça génère une spirale inflationniste. Il y a également les coûts des matériaux. Moi, je suis très inquiète aussi parce que dans le contexte tarifaire que l'on connaît, on risque d'avoir une augmentation, une flambée encore plus importante des prix, des coûts des matériaux. Puis il y a aussi, parfois, dans certains domaines, un manque d'expertise ou bien un manque de fournisseurs. S'il y a juste quelques entreprises qui font, par exemple, qui travaillent dans le génie des eaux ou qui sont en mesure de planifier, de travailler sur des ouvrages, par exemple, des usines d'épuration d'eau dans la grande région de Montréal, il n'y en a pas 1000. Non, mais il y en a quelques-unes qui arrivent toutes en même temps, en fin de vie utile. Donc, imaginez la compétition qu'il va y avoir même entre les projets pour avoir accès à la main-d'œuvre. Beaucoup de demandes, peu d'offres. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on sait que plus on attend, bien, le projet il va continuer. Il n'arrêtera pas à 1,3 milliard de dollars. Donc, puis, il y a une limite à la capacité de payer collective. Je parlais des villes, du gouvernement du Québec, du fédéral, mais c'est les mêmes contribuables là, qui payent en définitive. Justement, il y a comme cette tempête parfaite où, je pense, puis peut-être vous allez me corriger, il manque d'expertise dans la fonction publique, que ce soit municipale ou provinciale. On n'a plus cette expertise-là pour les développer. On fait affaire avec des firmes externes qui nous disent que ça prend ça. On l'a vu avec les contrats informatiques, mais on le voit avec l'infrastructure. Guerre commerciale. On ajoute à ça la fameuse décote parce que là, on a un déficit. Plus de bon sens au Québec. On est décoté, fait que ça va nous coûter peut-être plus cher emprunter à terme. Donc, on a un effet concret de Et ces ça a mauvaises... une influence sur les villes, parce que vous savez, les villes empruntent au même taux. En tout cas, nos taux sont corrélés à ceux du gouvernement du Québec. Donc, ça va avoir une influence. En même temps, moi, ce que j'écris dans ma lettre ouverte, c'est que je comprends la situation complexe avec laquelle le gouvernement doit composer, où il souhaite peut-être relever la force sur la pédale des investissements en infrastructure parce que Mais en même temps, on dit qu'il n'y en a pas assez d'argent en infrastructure. C'est ce que je dis, c'est un servicieux. Tous nos projets sont prioritaires. Les projets, vous avez parlé de Charlemagne, Pierre-Boucher, que je nomme, ils sont primordiaux pour la population. C'est de l'eau potable, c'est de la sécurité, les feux de circulation. On parle donc d'infrastructures névralgiques en même temps, puis c'est pour ça que là, on va peut-être en venir à discuter de la proposition d'États généraux sur le financement des infrastructures. Mais on est dans une situation où, si on continue de s'endetter à ce rythme-là, bien, on va avoir un effet sur notre capacité de crédit. C'est comme vous et moi. Si on s'endette, même si on a des bonnes raisons de s'endetter, même si on a besoin de s'endetter,
Bien, nécessairement, La cote de crédit baisse, ça me va coûte plus cher baisser. emprunter. Exactement. Puis là, c'est rendu qu'on va devoir payer de l'intérêt pour payer l'épicerie, là. Donc, on s'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit créatifs collectivement puis qu'on trouve des solutions. Mais c'est quoi les états généraux? Parce que là, la QS a une solution, le PQ a une solution, là, tout le monde pense qu'il y a la meilleure solution, on ne s'écoute pas à l'Assemblée nationale. C'est quoi, c'est de dire on s'assoit tout le monde autour d'une table pendant un mois puis vous ressortez de là avec des bonnes idées? Justement, les États généraux, ça sert évidemment à faire de la concertation. Ça pourrait prendre une autre forme. Je donnais l'exemple de Lucien Bouchard en 96. Donc, au printemps, a réuni tous les acteurs de la société civile, leaders patronaux, syndicaux, autour d'une grande conférence socio-économique pour identifier des solutions aux défis majeurs auxquels faisait face le Québec là, sur le plan financier. Et bien, ils en sont arrivés à certains consensus, des consensus sociaux. Parfois, on a tendance à faire Est-ce toujours qu'on coupe la dans des même programmes? chose. Est-ce qu'on garde des programmes? Ultimement, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a Est-ce qu'on ça. veut payer plus d'impôts pour avoir plus de services, baisser les services? Ce genre de discussion-là peut avoir lieu, c'est clair. Mais il faut, je pense, identifier les causes de la hausse des coûts de construction puis voir comment est-ce qu'on peut... Mais ça dépasse la construction Oui, rendue bien là, sûr, là. mais je pense qu'il faut quand même aborder cette question-là OK. qui est quand même majeure. Mais après, comment est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on peut revoir des modèles? Est-ce qu'on peut impliquer le privé, des fonds capitaux de développement? Je crois qu'on n'aura pas le choix de se poser des questions comme celle-là à long terme parce qu'on voit bien qu'on s'en sort pas. Puis c'est comme ça au Québec, c'est comme ça ailleurs dans le monde. Hein. Je disais qu'il y a 3,3 trillions de déficit de maintien d'infrastructures à travers le Non, monde. puis en France, ils ont des questions sur la dette aussi. On n'est pas si unique que ça dans notre Exactement, social-démocratie. mais on est innovant. Puis moi, je suis convaincue que le Québec est capable de trouver, d'identifier des solutions. Mais le gouvernement fédéral doit également faire partie du débat parce que depuis quelques décennies, ils se sont complètement écartés du financement des infrastructures, ont annoncé certains programmes. Mais quand vous entendez le fédéral dire on investit 6 milliards à travers le Canada, imaginez comment ça fait d'enveloppe pour le Québec, pour une ville comme Longueuil. Donc, c'est pas viable. Je pense qu'il faut sortir aussi de juste le gouvernement met de l'argent. Oui, bien sûr, mais il faut avoir d'autres solutions. OK. Puis juste en terminant, avez-vous eu des nouvelles du gouvernement? Est-ce que François Legault vous a appelé pour dire bonne idée? Le PQ vous a appelé pour dire on vous le promet à la prochaine campagne? Est-ce qu'il y a eu des réactions ce matin? On n'est pas là. J'ai reçu quand même quelques signaux d'intérêt. Puis je pense que de participer à la discussion publique, c'est important. Puis moi, je crois au pouvoir de la concertation. On en a déjà fait la preuve au Québec. Puis clairement, sur cette question-là qui est très importante, mais souvent trop peu abordée, on doit vraiment identifier des solutions. Sinon, on va frapper le mur. Catherine Fournier, espérons qu'on ne frappe pas de murs et qu'on soit capable d'en bâtir des murs qui tiennent dans nos écoles et nos hôpitaux. Qu'on puisse réussir. Merci beaucoup d'avoir été là. Tenez-nous au courant Merci. pour la suite, ici, ça débloque. Au plaisir. Merci.